je vous laisse avec Francine. Bonne présentation. Alors, bonsoir. C'est toujours une très grande joie de vous retrouver à nos conférences sur la présentation d'un chemin de Compostelle. Ce soir, il me fait plaisir de vous présenter, dans une vision panoramique, mes expériences sur le Camino portugais, le chemin central, qui, je l'espère, pourront vous être utiles. Vous êtes nombreux ce soir et j'en suis très ravie parce que j'ai pas travaillé pour rien, puis Denis non plus. Hein? En tout cas pour ma part, je vais donner beaucoup d'infos, mais je vais vous souhaiter un très beau chemin parce que vous allez adorer le Portugal. Depuis quelques semaines, j'ai refait le chemin au moins une dizaine de fois, sinon plus. Faire un chemin de Compostelle demeure toujours une expérience de longue durée. On ne sait jamais d'avance où elle va nous conduire. Qu'est-ce qui nous pousse à faire le chemin de Compostelle? Pour moi, c'est un chemin de retour sur moi-même. C'est du partage. Quand on arrive dans un gîte communal, souvent on partage le dortoir avec les autres et aussi les ronflements. C'est aussi des rencontres humaines, mais peu importe le rang social, la couleur de la peau et le métier que l'on fait, on chemine. Et puis, il y a aussi le temps où on se retrouve seul. J'apprécie beaucoup ces moments parce que ça me permet d'entrer dans mon intérieur et de réfléchir sur la façon dont je côtoie les autres. Je ne suis pas partie pour changer ma vie, ni dans l'espoir de trouver une révélation sur moi. J'ai fait le chemin et c'est tout. Alors, mon chemin de vie à moi sur les chemins de Compostelle, ma première expérience a été en 2008, le Camino Frances, que j'ai fait d'une façon assez spéciale. C'est avec une agence de voyage. C'était la première fois que je partais et je ne savais pas si j'étais pour aimer ça. Alors, j'ai une amie qui vient me voir et me dire « Est-ce que ça te tente? » J'ai dit « Bien sûr. » Et malheureusement, elle est tombée malade, mais moi, j'ai continué quand même. En 2015, j'ai fait Figeac-Roncevaux et en 2016, puis Envolé-Cahors. Pourquoi je n'ai pas commencé au début? Parce qu'en 2015, je suis partie avec mon frère et son épouse. Alors, eux avaient déjà fait puis Envolé-Cahors. Alors, c'est sûr que ça leur tentait moins de recommencer. Et sur le chemin, à partir de Figeac, on a fait une petite boucle à Rocamadour et on est passé par la variante du Célé. En 2018, Camino portugais, chemin du littoral, comme Denis l'a fait, il vous l'a présenté. En 2019, chemin d'Arles-Toulouse. On est arrêté à Toulouse parce qu'on n'avait plus de temps pour continuer. 2020-2021, malheureusement, la pandémie. Et 2022, c'est le grand retour, Camino portugais, chemin central, en finale sur le chemin du Finistère et Muxia. Il faut toujours parler de sous. Denis vous en a parlé rapidement tantôt. Moi, je vais vous donner mon expérience. Alors, on a besoin d'argent pour les gîtes. Souvent, ce sont les auberges municipales et privées, les gîtes privés et hôtels. Les repas, bien, souvent, tantôt, il y a quelqu'un qui a posé la question. Non, il n'y a pas d'alimentation, sauf si vous payez. Il y a certains gîtes privés, eux vont vous offrir les soupers, mais il faut les payer. Et les déjeuners, c'est la même chose. Pour le téléphone, je vais vous donner mon expérience à moi. Quand on est arrivé à l'aéroport à Porto, on est arrêté au kiosque Vodafone et on a acheté une carte SIM au coût de 20 €. On avait 5 gigs de données puis 500 minutes d'appel et on a fait sûr qu'on achetait une carte qui pouvait nous servir en Espagne et au Portugal. Et ça se fait, ça a bien été pour faire nos téléphones, faire nos réservations. C'était numéro 1. Vous avez aussi le transport, train, autobus, taxi, puis vos dépenses personnelles. Moi, j'ai calculé, pour faire mon budget, à peu près 50 € par jour, plus ou moins. Ça, c'est selon vos besoins. Et puis, au départ du Québec, je quitte toujours avec 250 € dans mes poches parce qu'on a toujours besoin un peu de cash là, quand on arrive. Puis, on ne veut pas courir dans les guichets. Puis, ils ne prennent pas la carte de crédit partout.
Comment s'y rendre? Bien, Denis, tantôt, vous en a parlé. Moi, je suis partie à Montréal et malheureusement, on a dû faire un transfert à Toronto. Alors, vous comprendrez que les sacs ont suivi dans la cabine et non dans la soute à bagages parce que c'était la période où il y avait des problèmes de bagages dans les aéroports. Alors, évidemment, bien, on n'a pas pu apporter nos bâtons, mais c'est pas grave, on en a trouvé à Porto chez Decathlon. On s'est acheté une paire de bâtons vraiment pas cher. Et puis, on était sûr aussi que nos bagages arrivaient en même temps que nous à Porto. Pour le retour, bien, c'est un vol direct, donc j'ai pu rapporter les bâtons, je les ai mis dans le sac, mais j'ai envoyé le sac en la soute. Je savais qu'à Montréal, je me disais qu'un jour ou l'autre, c'était pas trop loin, puis que je pourrais récupérer mon sac si jamais je le perdais. Le métro, pour aller à l'auberge que j'avais réservée, c'est la ligne mauve et c'est 25 minutes à peu près, puis c'est à 5 minutes à pied. Et puis, l'achat du billet pour le métro, là, c'est des distributeurs. L'année passée, en tout cas, il nous coûtait 2,60 €, puis je ne me rappelle pas si on a pris une carte ou si on a payé comptant, mais il y avait du monde, puis heureusement qu'il y avait quelqu'un pour nous aider. Oui, directement à l'aéroport, vous avez les guichets là, juste avant de sortir de la station, puis là, c'est vraiment facile. Mais il y a beaucoup de monde. Les hébergements. Alors, il y a différents types d'hébergements. Les auberges municipales, où vous ne pouvez pas réserver de chambre. Il y a les auberges Donativo, j'en ai eu quelques-unes. Les auberges privées, c'est la même grandeur qu'une auberge municipale, mais c'est privé. Alors, là, vous pouvez payer avec les cartes de crédit. Vous avez les hôtels, qui appellent là-bas les guest house, et les hôtels cafétéria. Les hôtels cafétéria, c'est parce que vous pouvez acheter vos repas, là. Souvent, le déjeuner, vous pouvez vous procurer le déjeuner sur place. Alors, au moins, le matin, vous partez. Vous n'avez pas le ventre vide. Et puis, vous pouvez faire un bon petit bout sur le chemin. Alors, vous voyez, ici, c'est l'auberge à Porto. En Espagne, là, vous allez trouver beaucoup de ce type de dortoir, là, ici, là, comme ça, là. C'est très confortable. À l'intérieur, vous avez une petite lampe, puis vous avez une prise pour télécharger les téléphones. Ça, il y en a partout, partout, partout. C'est les nouvelles, je pense qu'ils ont profité de la pandémie pour rénover les auberges. Ici, c'est l'auberge municipale à La Bruges. Alors, c'était une auberge de 24 lits et premier arrivé, premier servi. Fait qu'il faut partir de bonne heure le matin. Ici, ça, c'est des hôtels particuliers, là, et une maison de chambre. Les balises, bien évidemment, c'est les flèches, toujours les flèches. Il ne faut pas se fier aux coquilles, c'est les flèches qui nous donnent la route à suivre. Fait que ça, vous allez en trouver partout. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé que les chemins étaient vraiment bien balisés. Si on se perd, c'est parce qu'on a été absent un peu, puis on admirait la nature. Alors, c'est pour ça qu'on a passé tout droit. Les guides d'information. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec le guide John Brierly. C'est un ami qui me l'avait prêté. Et vous allez voir, là, ici, là, c'est bien indiqué à l'intérieur. J'ai aussi travaillé sur place avec Gronze. Et vous pouvez travailler par étapes. Voyez-vous, ici, c'est Porto-La Bruges. Il vous donne le nombre de kilomètres. Et un peu plus bas, vous allez avoir là, le nom de certaines auberges, d'autres services qu'ils ont. Mais c'est vraiment très, très bien fait. Ça. Puis vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. Vous pouvez l'avoir le direct au besoin. Et puis, John Brierly, bien, c'est seulement qu'en anglais, tandis que celui-ci, Gronze, vous l'avez en français, en anglais et plusieurs autres langues. J'ai trouvé tout à fait par hasard, quand j'ai cherché de la littérature sur le web, et je suis tombée là-dessus, et c'est avec ça que j'ai fait mon plan de marche. C'est vraiment des bons documents, ce sont des documents PDF, puis ça comprend deux documents, dont un qui vous donne les étapes de marche, et l'autre, c'est les auberges où vous pouvez aller.
Vous avez les numéros de téléphone aussi où appeler. Puis ici, bien voyez-vous, il vous donne, là, c'est cher, moins cher ou très cher. Puis beaucoup avec Booking.com. Ça fonctionne beaucoup en Espagne, puis au Portugal, c'est facile. Alors, je vous ai... je vais la prochaine. Ça, c'est ce que vous allez trouver sur le site. En arrière, sur la table, je vous ai préparé des signets. Ceux qui en ont besoin avant de partir, prenez-le. Vous avez toute cette information. Ici, sur cette adresse-là, là, vous avez, puis ça, c'est 2 bons documents. C'est avec ça que moi, j'ai travaillé pour faire mon plan de marche et connaître, savoir combien de kilomètres, puis où j'arrête, et puis quel numéro de téléphone pour réserver. Parce que on a réservé beaucoup et on a réservé souvent 1 journée ou 2 à l'avance. Parce que l'année passée, il y avait du monde. Et cette année, je suis persuadée que ça va être exactement la même chose. Alors, si vous allez coucher dans les auberges municipales, c'est correct. Vous n'avez pas besoin de réserver, mais vous partez de bonne heure le matin parce que ça se remplit vite. Fait que vous irez chercher ceux qui veulent aller chercher l'information là, sur le web. Bien, Porto, Denis vous en a parlé tantôt. C'est une très belle ville. J'ai ici, vous voyez, c'est le gîte où j'ai séjourné. C'est à 20 minutes à pied du centre-ville. Je vous dirais que presque tous les Québécois vont loger là. On est accueillis à bras ouverts et ils sont très heureux d'accueillir des Québécois. Vous allez être bien réunis. L'auberge Albergue de Peregrinos Porto. Et moi, là, j'ai commencé à marcher le 7 septembre. On est parti le 7 septembre, on a commencé à marcher le 8, mais j'ai réservé le 22 mai pour être certaine d'avoir de la place. Et je vous conseille au moins de réserver votre logement 1 journée ou 2 quand vous allez arriver à Porto, parce que faut que vous assimiliez le décalage horaire. Puis si vous partez fatigué, bien, ça va peut-être être un petit peu moins agréable. Et dans cette auberge-là, vous voyez, là, c'est le type de dortoir dans lequel on couche. C'est très confortable et c'est très propre. Parce qu'on avait réservé de bonne heure, on était chanceuse, on a eu une chambre privée. Il y en a une seule dans l'auberge. Alors, si vous appelez de bonne heure, vous pouvez demander la chambre, puis vous avez la salle de bain dans votre chambre. Ça, c'est très avantageux. Oui, c'est agréable. Alors ici, c'est la cathédrale à Porto. Le départ, peu importe lequel chemin nous allons prendre, c'est le départ officiel. Et ça, c'est le type de maison, de bâtiment que vous allez trouver. Ici, c'est la porte d'entrée de l'auberge. Mais écoutez, cette auberge-là, c'est vraiment... en tout cas, je n'ai pas essayé d'autres, je ne peux pas dire... j'ai couché dans des j'avais réservé dans un petit hôtel là, quand j'avais été en 2018, mais ça, c'est vraiment très bien. Porto Santiago, là, ça, c'est le guide de John Brielli. Eux, ils disent c'est 251 km,7. Un total, 250 plus ou moins. Tout dépend si on se perd ou pas, ou si on ne fait pas de détour pour rien. Alors, les bons marcheurs peuvent parcourir ce chemin en 10 ou 12 jours. Pour ma part, je l'ai parcouru en 16 jours, parce que moi, je ne veux pas faire plus que 20 km par jour. J'aime ça prendre mon temps, puis j'aime ça voir où est-ce que je m'en vais, puis découvrir le long du chemin, puis de temps en temps m'asseoir, puis de prendre des photos. Alors, vous savez, ici, vous avez de Porto jusqu'à Valença, ça, c'est la partie portugaise. Et ensuite, vous traversez le pont ici, et de Tui à Santiago, c'est la partie espagnole. Et ici, à Pontevedra, si vous bifurquez à gauche, vous allez pouvoir faire la variante spirituelle que je vais vous parler un petit peu plus tard. Malheureusement, la variante spirituelle n'est pas détaillée dans ce guide-là, mais l'adresse que je vous ai donnée tantôt pour la documentation sur le web, elle est décrite. Mes premières étapes.
vous avez le choix, si vous faites le chemin central, de partir de Porto et de suivre le petit pointillé orange ici, en montant toujours. Sauf que vous passez par la ville. Moi, j'ai choisi de faire Porto et de faire le littoral jusqu'à Villa do Conde. Alors, notre premier stop, si on veut, là, on est arrêté à Matosinhos. Et à Matosinhos, comme Denis vous disait tantôt, allez voir, il y a un bureau touristique et là, vous allez trouver tout. Et c'est là que moi, j'ai trouvé l'information pour bifurquer sur le sentier central quand je suis arrivée à Villa do Conde. La deuxième journée, on a fait de Matosinhos jusqu'à La Bruges, qui est ici, un autre 12,4 km environ. Et là, La Bruges, c'était là qu'on a couché dans l'auberge municipale. Bien, comme on ne pouvait pas faire de réservation, on est parti très tôt le matin. On est arrivé à 2 heures de l'après-midi et sur une possibilité de 24 personnes qui couchent là, on était la 11e et la 12e. Alors, à 5 heures, c'était fermé. Il n'y avait plus de place pour coucher personne. Alors, c'est pour ça que je veux vous aviser, cette année, je pense bien qu'il devrait y avoir autant de monde que l'année passée. Fait que, faut que vous... en tout cas, moi, je préfère partir plus tôt le matin, parce qu'au mois de septembre, la température est quand même, dans le jour, est quand même assez élevée. Et puis, vous avez la chance de marcher pas à la chaleur. Alors, quand vous arrêtez à 2 heures, au moins, vous avez le temps de faire votre petit lavage, vous reposer, vous déposer, visiter l'endroit où vous allez coucher. On est parti de La Bruges, ici, jusqu'à Villa do Conde, et c'est là qu'on a pris qu'on a bifurqué pour aller prendre le chemin central. Et puis, les informations pour aller prendre le chemin central à Villa do Conde, on est allé au kiosque de la ville et là, eux aussi, nous ont donné toute l'information, puis ça a vraiment bien été. 4e étape, Rat Barceló. Vous voyez ici, ça, ce sont les cartes du guide de John Brielli. Alors, ça, c'est mon trajet. On avait couché la veille à cet endroit. Ça, c'était une maison privée qui était comme en banlieue de Villa do Conde. Alors, le monsieur est venu nous chercher. On l'a appelé, on a réservé. Le monsieur est venu nous chercher. Puis, il nous a dit, je vais aller vous chercher sur le chemin. On a dit, bien, où sur le chemin? Ah, il dit, vous allez être facile à trouver. 2 madames avec un sac à dos, des bâtons puis un chapeau. Lui, il savait qu'est-ce que c'était le sentier. Alors, il nous a retrouvés, puis il nous a fait pout-pout, puis là, on a embarqué, puis il nous a emmenés chez eux. Vraiment, un bel endroit. Ça, c'était le gîte qui nous a coûté le plus cher. 58 €, mais avec le souper puis le déjeuner. Mais vraiment, là, un souper, là, 5 étoiles. Puis vraiment très, très gentil. Et le lendemain matin, quand on est parti, on est parti à la pluie. Alors, moi, je suis allée le voir, puis j'ai dit, il dit, je vais aller vous reconduire pour vous sortir de la banlieue. Et puis, j'ai dit en même temps, peut-être vous pouvez nous faire un petit tour jusqu'à Rat. Il dit oui. On a économisé 2 heures de marche. Alors, ici, c'est le sentier partait devant la petite chapelle. C'est là qu'il nous a déposés. Alors, c'est le genre de sentier qu'on a eu à peu près toute la journée, jusqu'à midi, 1 heure. Puis après ça, la pluie a cessé. Et ici, bien, c'est à Barceló, c'est la ville du fameux coq. Ça vaut la peine de visiter le centre-ville. C'est beau. Vous avez plusieurs choses à voir. C'est un centre historique. Alors, ça a été une belle étape. L'étape 5 et 6, de Barceló à Ponte de Lima. Alors, voyez-vous, on l'a fait en 2 jours. Le premier, on est parti à Barceló et on est arrivé ici, on a couché ici en quelque part. Là. Sur ce sentier-là, vous voyez là, en jaune, là, ça, c'est comme une petite variante. Ce sont des très beaux sentiers. Ça passe dans les champs, ça passe dans les forêts d'eucalyptus. Ça vaut la peine, au lieu de juste marcher là, en droite ligne puis de passer dans des bouts dans des villes industrielles. Nous, on les a toutes faites, là, ces petits crochets-là. Et le lendemain,
on est parti pour se rendre à Ponte de Lima. Alors, ici, vous reconnaîtrez le pont, ça c'est le pont à Ponte de Lima. Et le soir, on a couché là, à la Casa Fernanda. Si vous avez la chance d'aller là, allez-y. Cette dame-là, là, elle est vraiment, c'est une hôte parfaite. Puis elle est très chaleureuse, puis elle aime ça avoir des gens autour d'elle. Puis elle prépare son souper, puis là, elle vient nous voir, puis elle nous apporte des petites bouchées. Puis c'est spécial, là, mais vous voyez, là, ça, c'était à la table pour le souper. Et puis, c'était morue, porc et légumes. Il y en avait pour tous les goûts. Vin à volonté et à la fin du repas, du Porto. On a été vraiment... c'est un incontournable. Puis la dame est tellement gentille, là, c'est vraiment... c'est une soie. Puis, je voulais aussi parler de le sol sur lequel on marche. Ici, ça ne rend pas bien ce que c'est, là. Mais eux autres, ils ont du pavé, mais qui n'est pas uni. C'est du pavé bossé. Et moi, ça me fait toujours... En 2018, ça m'a fait la même chose. J'ai eu des ampoules. Puis j'ai eu les mêmes ampoules, bien pas les mêmes, là, mais au même endroit, sous les orteils, la même affaire. Alors moi, les pavés portugais, là, on fait pas bon ménage. Ma journée la plus longue du parcours. Quand on part de Ponte de Lima, ça va bien. Pendant 2 heures. Tchouk, 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 poup. Et arrivé ici, surprise, là, ça commence à monter. Et ça monte jusque-là. Alors, on part à 100 mètres et il faut se rendre à 435 mètres de dénivelé. Alors, voyez-vous, sur mon plan ici, là, moi, j'ai marqué montée très abrupte, comme Saint-Hilaire et plus. Ben, je me mets des notes, moi, sur mes plans. Fait que comme ça, quand je les revise après, je dis « Oh oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut que j'en parle de ça. » Alors ça, c'était toute une journée. Et vous savez, le pavé qu'il y a ici, ça, c'est au début, là, quand on commence à monter. Mais ça devient comme ça. Et ça, là, c'est pas le moins pire. Ça devient très étroit quand on arrive à la Croix des Français. Quand j'ai pris ce sentier-là ici, ça allait bien. Puis tout d'un coup, à un moment donné, parce qu'on suivait la route tout le long, le sentier suivait la route. À un moment donné, je vois affiché, cloué sur un arbre, un message qui disait « Last time to call a taxi ». Là, j'ai compris qu'est-ce qui m'attendait. Alors, dans le parcours, avant d'arriver tout en haut, qui est encore plus haut que là, on croise une croix qui date du 19e siècle, implantée dans la forêt, en l'honneur des soldats français qui sont morts durant les invasions. Alors, lorsque j'ai vu l'inscription sur la croix, j'ai cru qu'elle était pour moi, la croix des Français. Bien là, j'ai compris que mon calvaire s'arrêtait ici. Alors, regardez ce que j'avais l'air, là. Un peu plus, puis je restais assis là. Mais vraiment, là, au moins quand on arrive, à partir de là, il restait encore 30 mètres à franchir. Mais arrivé au sommet, là, c'est beau. On a un point de vue sur la région, là, toute la région. Puis il y a des bancs, il y a des tables, il y a de l'eau fraîche, il y a une source. Alors, ils ont tout préparé pour les pèlerins parce qu'ils savaient qu'est-ce que c'est qu'on avait souffert pour arriver jusque-là. Alors, à partir de Ponte de Lima jusqu'à Sao Roque, nous autres, c'est là qu'on est arrêtés. L'étape 8 et 9, alors, ici, on est parti d'ici, bien, les autres journées, là, on a fait des petites journées, là, on ne s'est pas trop cassé le bicycle. Et voyez-vous, ici, là, on partait, mais à partir de là, c'était une belle descente. Et dans cette partie-là, ici, là, c'est un chemin romain, vous allez avoir un pont. Je n'ai pas mis les photos là-dessus, par contre, c'est dommage. Mais c'est vraiment une partie au Portugal où les Romains ont été présents assez longtemps. Alors ça, c'est le type de sentier. Ça, c'est agréable. Ça fait du bien aux pieds. Et ça, ici aussi, vous voyez un petit peu là, le pavé.
et l'auberge où on est demeuré. Regardez ici, là. On part de là, puis après ça, ben, ça s'en va en descente tout le temps. C'est pas mal assez agréable. Après ça, on est parti de Pedreira, puis pour se rendre jusqu'à Tui. Et à Tui, c'est là que il y a les chemins, le chemin littoral, les gens ils peuvent bifurquer puis se rendre à Tui. Et c'est là aussi qu'on quitte le Portugal pour entrer en Espagne, par le pont sur lequel vous allez traverser. Celui-ci, c'est une création de Gustave Eiffel, celui qui a fait la fameuse tour à Paris. Quand vous allez passer à Valença, arrêtez, prenez le temps, parce qu'on passe au travers une forteresse médiévale. C'est vraiment très beau. Il y a plein de petits kiosques. Là. Puis nous, quand on est passé, là, il faisait beau. C'était un dimanche en plus. Puis les gens étaient sortis pour aller voir. Alors, c'est vraiment là. Puis c'est le marché le plus célèbre du nord du Portugal. Et ensuite, bien, un coup qu'on a fini de visiter ce petit coin-là, bien, on traverse, on passe, puis on arrive en Galice, en Espagne, dans la région de la Galice. Et quand vous allez arriver à Tui, en Espagne, bien là, il faut que vous avanciez votre montre de 1 heure. 1 heure de décalage. Puis, assez spécial, c'est que si tu regardes ton téléphone, tu dis « Ah, OK, c'est correct, ça change automatiquement. » Fait que pas besoin de penser à ça. Tui-Redondela, ça aussi, on l'a fait, ce plan du guide, on l'a fait en 2 parties. Alors, dans cette étape, à partir de Option, je ne sais pas si on le voit ici, là, en quelque part, là. En tout cas, nous avons pris la variante en forêt. OK. Oui, est ici, regardez. Si vous prenez ça ici, au lieu de passer dans la ville industrielle, là, c'est vraiment plate, là, passez pas par là, c'est pas beau. Prenez ça ici, là, c'est reposant. Ça nous rallonge un petit peu en kilomètres, mais c'est tellement agréable. Mais cette journée-là, que voulez-vous? Il pleuvait. Alors, c'est ce qu'on avait comme sentier ici. Et puis, bien, vous voyez, là, les bas sont asséchés, les souliers aussi. Mais là, il avait fini de mouiller, fait que l'imperméable était en boule sur le dessus du sac. Mais ça fait partie du voyage. Et ensuite, Tui-Redondela, Porino-Redondela. On était dans un gîte où il y avait quand même pas mal de pèlerins. Puis il y a une alarme qui est partie à 4h15. Fait que là, finalement, tant qu'à faire, bien, on se lève de bonne heure. Puis on a amorcé notre journée qui en passant, était une journée très chaude. Fait qu'on était contente, dans le fond, d'être partis plus de bonne heure. Fait qu'on a évité la grosse chaleur dans la journée. Et quand on est arrivé à Redondela, bien là, on a cherché un resto, mais les restos, ils n'ouvrent pas avant 19h30. Alors, vous êtes mieux d'avoir, si vous voulez souper tôt, vous êtes mieux d'avoir des provisions dans votre sac à dos, quitte à manger du thon plus souvent, ou des sardines, parce que les sardines sont très bonnes dans ces pays-là. Alors, sinon, ben, vous attendez à 7h30 pour souper, mais des fois, si on soupe trop puis on prend un petit peu de vin, ben, la nuit est peut-être moins bonne, et c'est là qu'on ronfle. Redondela, Pontevedra, c'est une belle étape, une très, très belle étape. Ça, c'est la dernière journée sur le Camino espagnol conventionnel avant qu'on prenne la variante spirituelle. On aura 2 bonnes montées à faire dans la journée pour pas que j'oublie que ce Camino n'est pas tout à fait plat. Et lorsqu'on est arrivé, on a pris aussi, il y avait une autre variante ici dans la forêt, là. Je ne l'ai pas. Ah oui, ici. Ici, là, juste avant d'arriver en haut, là, bien, il y en a une autre ici, là, avant d'arriver à Pontevedra. On n'a pas couché directement à Pontevedra, mais on n'était pas loin. Pontevedra Combaro, c'est là qu'on a pris la variante spirituelle. Alors, vous partez de Pontevedra. Jusqu'ici, on marche à peu près 3 kilomètres, à peu près. Et là, on prend
à gauche, ici. Et, oh mon Dieu, ça fait du bien. C'est là qu'on quitte toute la cohorte des marcheurs. Parce que, faut se le dire, là, en Espagne, là, il y a beaucoup de marcheurs, mais en prenant la variante spirituelle, là, ça a fait comme ouf, on a coupé ça une grosse moitié. Quand vous allez arriver là, ici, vous entrez là, sur la variante spirituelle, si vous avez un gros panneau d'affichage là, comme ça, vous avez toutes les destinations, tout le parcours qui se rend jusqu'à Villanova de Arousa. Vous avez des photos, puis ils vous donnent même, vous pouvez même avec votre téléphone télécharger une carte. Ça se fait bien. Et ça, c'est le dépliant. Bien, Denis vous en a parlé tout à l'heure. C'est le dépliant qu'on s'est servi pour voir qu'est-ce que ça avait l'air, le circuit. Vous allez en trouver des dépliants comme ça, là, vous allez en trouver dans les gîtes avant d'arriver là. Puis soyez attentifs parce que entre les gîtes, eux autres, ils s'entraident beaucoup aussi. Quand on ne sait pas trop si on a de la difficulté à trouver du gîte pour dormir, bien des fois, ils nous donnent des numéros de téléphone. Et puis même, une fois, la personne a appelé pour nous dans un autre gîte, puis elle nous a trouvé un gîte pour un soir. Fait que ça vaut vraiment la peine que vous soyez attentifs. Moi, j'en avais 2 ou 3 dépliants, là, puis pour être certaine qu'on ne se serait pas perdu. Alors ici, vous voyez, là, à partir de Pontevedra, ça, c'est le sentier conventionnel qui mène jusqu'à Padrón. Et l'autre sentier ici, c'est la variante spirituelle. Les étapes 14, 15, 16. Je les ai bâties à partir du document dont je vous ai parlé tantôt, que j'ai trouvé sur le web, dont vous avez l'adresse pour le web en arrière. Là. C'est comme ça que j'ai réussi à décortiquer. Mais voyez-vous, c'est bien fait. Mettons de Pontevedra jusqu'à Campalo, vous avez 6 km. Après ça, vous continuez. Poio, Cantabaro, puis Armenteira. Alors, si vous avez le goût, bien, vous pouvez faire ça. Nous, on est arrêté ici à Cambaro le premier soir. Et c'est une très belle ville. Ça, c'était la vue qu'on avait de notre hôtel. Et sur le chemin, quand vous allez partir le matin, là, arrêtez à Poio. Il y a une belle, comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, un monastère, oui. Il y a un beau monastère à visiter. Ça vaut la peine. Et ça prend à peu près 1 heure, puis ça va vous donner aussi un petit break pour votre marche. C'est le paysage qu'on retrouve dans ce coin-là. Et en arrivant ici, bien là, on arrive sur le bord d'un lac. C'est sur le bord de l'eau, la ville. Et puis là, on a réussi à trouver un restaurant qui ouvrait avant 7 heures. Fait qu'on a mangé de bonne heure ce soir-là, puis c'était vraiment excellent. Armenteira, Villanova de Arousa, c'est un très beau parcours. Il y a des beaux paysages, des beaux sentiers. Et nous, on a couché à l'auberge municipale Armenteira. Et là, le déjeuner était compris. Pas besoin de courir au restaurant le matin. Cependant, quand on est arrivé, nous, heureusement qu'on avait réservé parce que l'auberge était aussi complète. On est arrivé, je pense, à 2h30 de l'après-midi, puis c'était complet. Alors ça, c'est le type de paysage, là, c'est les routes, un peu de route comme ça, les vignes et les... Ouais. Ça aussi, ça, c'est le sentier. C'est vraiment le sentier. Alors, ceux qui ont de la difficulté à... Oui, bien, il faut se tenir loin du ruisseau, mais c'est vraiment, c'est très beau. Et ça, c'est l'auberge que je vous disais, où ils fournissent le déjeuner. C'est une auberge municipale, mais c'est vraiment très bien à l'intérieur, c'est neuf. Comme je vous disais tantôt, je pense que pendant la période de oui, c'est ça. Ils en ont profité pour tout remettre à neuf. Alors, Villanova de Arousa jusqu'à Padrón, c'était la dernière étape, et c'est là qu'on prend le bateau. On avait trouvé
ce dépliant. Et quand on a logé dans une auberge 3 jours avant, la dame qui était à l'accueil, c'est elle qui a réservé notre billet de bateau. On était chanceuses. Elle a réservé pour nous. Ça, c'était le billet. Et c'est le type de bateau. Contrairement à toi, Denis, nous, on n'était pas tassés. Tu vois, on n'était pas vraiment beaucoup. Et c'est le chemin de croix dont tu as parlé. Et puis, le bord de l'eau ici. Il y a une question que je me posais. Je pense qu'on peut le marcher à pied. Jean et France, je pense, vous l'avez marché, hein, vous autres? C'est combien c'est-tu 2 jours de marche? Fait que là, ça se fait en 2 jours, mettons, à partir de Villa Nova de Arousa jusqu'à Padrone, vous avez le choix, soit que vous fassiez 28 km en bateau, plus 3 km de marche pour vous rendre à Padrone, ou bien vous le marchez, comme Jean et France, puis vous prenez 2 jours pour le faire. Pas beaucoup de services, pas beaucoup de gîtes, c'est sûr, parce que ça fait pas beaucoup d'années que cette variante-là est offerte aux pèlerins. Alors, ça commence tranquillement, probablement qu'avec les années, et ça va se développer, puis qu'il va y avoir plus de commodité. Padrone Santiago, la dernière étape avant d'arriver à Santiago. Cette journée-là, le matin, on s'est levé à 6 heures, à 5h30. À 6 heures, on était dehors, puis on essayait d'avoir un taxi parce qu'on s'est dit 25 km,6, c'est beaucoup pour nous. Fait que on va faire un petit bout en taxi, mettons un 5 km. Et puis après ça, on va marcher notre 20 km qu'on fait d'habitude. Aucun taxi de disponible le matin, eux autres, ils dorment, ils se lèvent très tard. Ils ne sont pas de bonne heure. Fait que si vous voulez avoir un taxi pour le lendemain, il faut le réserver la veille. Et souvent, dans les gîtes, les gens, ils s'occupent de vous réserver le taxi. Puis, ils vous demandent à quelle heure vous voulez partir, puis où vous voulez vous rendre. Alors, il faut faire ça la veille. Le matin, dans la journée, oubliez ça. On a marché jusqu'à 11 heures du matin. On n'a jamais trouvé un taxi. Fait que là, on s'est dit, on est aussi bien de continuer à marcher. On est bien parti, de toute façon. Mais ça a été très long pour nous. C'était une journée qui était assez chaude. En début de journée, le parcours est beau. À peu près là, jusqu'ici, là, c'est beau. Mais plus on approche de Santiago, plus c'est de la ville, plus c'est du béton et plus c'est de l'asphalte. Mais bon, il faut ce qu'il faut pour arriver au centre de la ville. On est arrivé à 16 heures, puis la place de la cathédrale était pleine. Moi, ça faisait la 3e fois que j'allais à Compostelle, alors j'ai fait comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Tu sais, dans l'Évangile, là, Jésus qui chasse là, les vendeurs du temple, là, ça avait l'air de ça sur la place de la cathédrale. Ça n'avait pas de bon sens. Mais moi, j'étais déçue parce que j'avais vécu en 2018 quelque chose de bien différent. Alors, je n'avais pas ces mêmes émotions-là, puis je m'attendais à répéter ça, mais ce n'était pas ça. Mais tout de même, on a pris du temps pour se reposer. Ici. On a regardé ça comme il faut. Et puis, après ça, on s'est dit, là, on s'en va à notre gîte. Parce que ça, c'est un gîte que j'avais réservé avant de partir, avant le mois de septembre. Parce que à Santiago, là, tout était plein partout. J'ai jamais été capable d'avoir une place à l'auberge où je voulais aller rester. Fait que j'en ai trouvé un, c'était un couvent. C'était bien correct, sauf que il fallait faire 1,5 km pour retourner. Et ce qu'on s'est rendu compte, là, on a pris le téléphone, on a pris le GPS, et on s'est rendu compte qu'on retournait sur nos pas pour 1,5 km. On était découragés. Bon, quand on est arrivé au couvent, c'était bien. On avait une chambre privée, avec salle de bain privée, c'était bien correct. Fait que là, on a demandé, on s'est informé, est-ce qu'il y a des restaurants pas loin? Alors, la dame, elle nous dit oui. Elle dit 1 km, 1,5 km à peu près. Fait que là, on a dit, oups! On a fait le tour, puis moi, j'ai trouvé des machines distributrices. Et c'est avec ça qu'on a mangé.
Puis on s'est couché de bonne heure parce que le lendemain matin, on prenait l'autobus pour... on n'est pas resté à Santiago tout de suite. On prenait l'autobus pour aller à Finistère parce que de Finistère à Muxía, on faisait le trajet. C'était dans notre plan de marche. Finistère, Muxía. Alors, regardez, vous êtes à Santiago. Nous, on l'a fait en bus pour se rendre jusqu'à Finistère ici. En 2018, je l'ai marché, c'est pour ça que ça ne me tentait pas de le refaire. Mais c'est un beau sentier, c'est beau. Les bons marcheurs, eux autres, ils le font ceux qui font du 30 km, là, ils peuvent le faire en 3 jours. Moi, je l'avais fait en 5 jours. Puis il y a des auberges, puis il y a des gîtes sur le site, sur le sentier. Alors, vous voyez ici Finisterra et Muxía est là. Et il y a Lires dans le centre. Alors, nous, on a fait ça en 2 parties. 15 km ici, 15 km là. Et si jamais vous le faites à pied, bien, vous marchez, arrivez ici, là, il y a comme un embranchement. Vous pouvez aller soit vers Muxía ou soit vers Finisterra. Et puis, c'est vraiment très bien, c'est bien fléché, c'est bien indiqué. Notre première étape sur ce chemin-là, Finistère-Lires. Alors ça, c'est le type de sentier que vous allez avoir presque tout le long. C'est pas en montagne, rien. Dans les bois, beaucoup de ponts romains. Alors, voyez-vous, vous partez d'ici pour vous rendre à Lires. Quand vous arrivez ici, là, nous, le matin, on s'est levé de bonne heure, puis à 6h30, on était sur la route. Alors, on a suivi les flèches, mais arrivé ici, on n'a pas remarqué que ça s'en allait par là. On s'est en allé par là parce que moi, j'ai vu une flèche. Let's go. Mais j'ai dit, comment ça se fait que sur la borne, c'est marqué Santiago? Ça n'a pas d'allure. On ne s'en va pas par là. Alors, les bornes sont bien indiquées. Il y a une borne qui est indiquée Santiago et l'autre Muxía. Vous suivez Muxía si vous voulez aller vers la fin. Alors, c'est juste ici qu'il faut être prudent. Après ça, là, vous allez rencontrer plein de marcheurs parce que ce sentier-là est fléché des 2 sens. Vous pouvez partir de Muxía, descendre à Finistère ou vice-versa. Et c'est ici qu'on avait couché. Lires, Muxía, c'est la même chose. Regardez, des beaux sentiers. Ça, c'est l'arrivée à la ville. Et quand vous arrivez, vous êtes sur le bord de la mer. Et bien, voyez-vous, Lires, le Muxía, c'est à peu près 15 km, pas plus. Le sanctuaire, il faut que vous alliez voir absolument, au bout ici, là, vous allez avoir le sanctuaire ici, le sanctuaire Notre-Dame de la Barca. Et vous avez ce fameux monument-là. Ça, c'est un monument qui a été érigé parce qu'à un moment donné, il y a eu comme un pétrolier qui s'est échoué, qui a fait naufrage et puis qui a répandu tout son contenu d'huile. Alors, ce bloc de granit-là représente ce qui s'est passé au large de la côte et ça représente, qui est fendu en 2, formant une fissure qui symbolise une blessure sanglante, celle de la nappe de pétrole causée par le naufrage du bateau. C'est très beau. Il faut que vous alliez voir ce coin-là. Crédential et Compostela. Quand on a eu fini à Muxía, on est revenu en autobus à Santiago et là, on avait réservé une journée pour visiter vraiment la ville. Parce que ma compagne, celle qui a fait le voyage avec moi, n'avait jamais été à Compostelle. Alors, on est allé chercher notre Compostela. Alors, la Compostela, c'est un certificat de pèlerinage qui est remis aux pèlerins quand ils arrivent à Saint-Jacques. Et vous allez le chercher au bureau des pèlerins. Il y a une façon de le faire. Maintenant, c'est une nouvelle procédure. C'est vous vous présentez à l'Office des pèlerins à Santiago et vous vous enregistrez en ligne sur votre téléphone. Après ça, il y a 3 étapes. Le pré-enregistrement en ligne, puis ensuite, c'est l'inscription finale à l'office. On se rend au bureau. Mais là, nous autres, on essayait, puis ça ne marchait pas, puis on ne comprenait pas. Alors, on a fait signe à un monsieur, puis on a dit,
On lui a fait des signes, mais il parlait français. Fait qu'il nous a dit, « Oh, venez ici. » Fait qu'on lui a expliqué, on a de la misère. Il dit, « Venez ici. » Ça doit être à cause de notre accent canadien. Il devait être bien content. Fait qu'il nous a tout enregistré ça. Il nous a fait remplir le petit papier, puis là, il nous l'a donné. Puis en nous donnant le papier, il nous donne un numéro pour aller chercher, pour éviter d'attendre toute une journée. On a eu le numéro 120 et 121. Il était 9h30 du matin. Ça veut dire qu'il y avait déjà 120 personnes qui étaient passées avant nous. Quand on est repassé à 4 heures, parce qu'on avait laissé nos sacs à dos en consigne, il y a un endroit où vous ne pouvez pas être obligé de transporter votre sac toute la journée. On est repassé à 4 heures, puis c'était rendu au numéro 800. Fait qu'il restait encore du monde à passer. Ça fait que j'ai trouvé des statistiques qui disaient que en 2022, 438 000 marcheurs ont réclamé leur Compostelle-là. C'est presque 100 000 de plus qu'en 2019, juste avant la pandémie. Fait que je vous dis, il y a eu beaucoup de monde, là. Alors, si vous le voulez, vous allez chercher votre Compostelle-là. Et celle-ci, c'est celle que j'avais eue à Finistère en 2018. Je ne peux pas vous dire si elle existe encore. Je ne le sais pas parce qu'on ne l'a pas cherché, puis ma compagne, elle ne voulait pas elle voulait pas l'avoir. Fait que j'ai dit, bon, ben moi, je l'ai. Je l'ai eu en 2018. Et oui, elle existe encore? Bon. Ah, super. Fait que nous, on n'a pas vraiment cherché, là. Bien, tant mieux. Allez la chercher, ça vaut la peine. C'est des beaux documents. Et puis ça, bien évidemment, ça, c'est ma crédentiale. Et ça a été la fin de notre voyage. Et on est revenu, comme Denis disait, on a repris l'autobus, Santiago, Porto, ça prend 4 heures. Puis là, on regarde dehors, puis on me dit, ouf, moi, j'ai fait ça en 17 jours, tout ce chemin-là. 4 heures d'autobus, ça se fait très bien. Alors, c'est la fin de ma présentation. Mais en terminant, je vous ai préparé une petite présentation musicale avec photos de l'ensemble de mon chemin, en espérant que vous vous retrouverez lorsque vous cheminerez sur cette voie du Camino central.
Thank you.